Imaginez un instant, la fin du premier millénaire. Pour les peuples scandinaves, les Vikings, le vaste et glacial Atlantique Nord, ce n'est pas la fin du monde, c'est une autoroute. Une route qui mène vers l'inconnu, vers des terres dont on commence à peine à murmurer l'existence. On a tous appris à l'école l'histoire de la découverte des Amériques. 1492, Christophe Colomb, les trois caravelles, c'est gravé dans notre mémoire. Mais et si ce n'était pas toute l'histoire? Et si Christophe Colomb n'avait pas été le premier Européen à poser le pied sur ce continent? En fait, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, elle se passe bien avant ça. On parle de près de 500 ans avant que Colomb ne quitte l'Espagne. 5 siècles! C'est une épopée incroyable qui a failli être complètement oubliée, perdue dans les brumes du temps. Alors, comment tout ça a commencé? Pour comprendre ce voyage complètement fou, il faut revenir en arrière, à la fin du Xe siècle. À cette époque, le monde scandinave a les yeux rivés dans une seule direction, toujours plus loin vers l'ouest. C'est comme une vague qui n'arrête jamais. D'abord, ils colonisent l'Islande. Ensuite, autour de 985, un certain Éric le Rouge, un nom qui en dit long, pousse jusqu'au Groenland. Mais même cette terre de glace, ça ne leur suffit pas. Des rumeurs se mettent à circuler. Des histoires de marins perdus dans le brouillard qui auraient aperçu des côtes couvertes de forêts. Une promesse incroyable, encore plus à l'ouest. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène. Leif Erikson. C'est le fils d'Éric le Rouge. Mais Leif, c'est pas juste le fils de. C'est un explorateur dans l'âme, un visionnaire qui est bien décidé à vérifier si ces rumeurs sont vraies. Et attention, vers l'an 1000, quand il part du Groenland, il ne part pas à l'aventure en espérant avoir de la chance, non. Il achète un bateau, il réunit un équipage de 35 marins expérimentés, c'est une véritable expédition, une mission planifiée, et il voyage sur un Knarr, un navire cargo super robuste, le 4x4 des mers de l'époque, conçu pour affronter l'Atlantique. Et leur voyage est super logique. Leur première escale, ils la baptisent Helluland, la terre des pierres plates. C'est probablement l'île de Baffin. Un paysage désolé, de la roche, de la glace. Pas très accueillant. Alors ils continuent vers le sud. Et là, ils tombent sur Markland, la terre des forêts, qui serait aujourd'hui le Labrador. Pour des gens qui viennent du Groenland où il n'y a pas d'arbres, du bois à perte de vue, c'est comme trouver de l'or. Puis finalement, encore plus au sud, ils trouvent un endroit tellement doux, tellement fertile, avec des vignes sauvages, qu'ils l'appellent Vinland, la terre du vin. C'est là qu'ils décident de s'installer. Bon, ils sont arrivés. Mais la vie, ça ressemblait à quoi dans cette toute première colonie européenne en Amérique? Il faut oublier l'image qu'on a des Vikings avec des casques à cornes qui passent leur temps à se battre. La réalité, c'était beaucoup plus terre à terre. C'était une lutte pour la survie. Le quotidien, c'était du travail du matin au soir. Il fallait couper du bois, réparer les bateaux pour un éventuel retour, chasser le morse pour l'ivoire de ses défenses qui valait une fortune en Europe et construire des abris en tourbe pour se protéger. Et il faut s'imaginer faire tout ça dans un isolement complet à des milliers de kilomètres de tout ce qu'on connaît. Chaque jour était un défi. Mais même dans cette vie difficile, il y avait des moments d'espoir. La colonie, ce n'était pas qu'une affaire d'hommes. Des femmes comme Gudrid Torbjarnard de Tyr étaient là, au cœur du projet. C'est elle qui a mis au monde un fils, Snorri, le tout premier enfant d'origine européenne à naître sur le sol américain. Pensez-y une seconde, c'était le symbole que peut-être un avenir durable était possible ici. Mais ce rêve d'une nouvelle terre promise, d'une nouvelle Scandinavie en Amérique, eh bien, il était fragile et il n'allait pas durer. Un élément qu'il n'avait pas prévu allait tout changer. Il n'était pas seul. Les Vikings ont rencontré les peuples qui habitaient là depuis des millénaires. Dans leur saga, ils les appellent les Skrælingars. On pense aujourd'hui qu'il s'agissait des ancêtres des peuples Innus ou Beothuk. Et ce moment, c'est le tout premier contact documenté entre Européens et peuples autochtones des Amériques. Un moment absolument historique. Au début, il y a eu une tentative de contact, des échanges. Les Vikings offraient du tissu, du lait en échange de fourrure. Mais la méfiance, la peur de l'autre et probablement des malentendus culturels ont vite pris le dessus. Les sagas parlent d'affrontements de plus en plus violents. Le rêve d'une cohabitation a rapidement viré au cauchemar. Alors pourquoi sont-ils partis finalement? C'est pas une seule raison, c'est plutôt une tempête parfaite. D'abord, la tension constante avec les Skrælings qui, il faut le dire, étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Ensuite, la colonie était juste trop loin du Groenland. Impossible d'avoir des renforts ou du ravitaillement facilement. Et pour finir, la colonie du Groenland elle-même commençait à avoir des problèmes à cause du climat qui se refroidissait. Le projet du Vinland était devenu tout simplement intenable. Et après leur départ, c'est le silence. Les campements ont été avalés par la nature. Pendant presque 1000 ans, cette histoire incroyable est devenue une simple légende, une histoire de veillée racontée dans les sagas islandaises.
Pour tout le reste du monde, c'était un mythe, et rien de plus. Jusqu'à 1960. Cette année-là, tout a changé. Le mythe est redevenu de l'histoire. C'est grâce à un couple d'archéologues norvégiens, Helge et Hanstein Ingstad, ils ont eu une idée un peu folle à l'époque. Et si les descriptions dans les vieilles sagas étaient exactes? En suivant les indices comme des détectives, ils sont arrivés à la pointe nord de Terre-Neuve à un endroit qui s'appelle l'Anse aux Meadows. Et là, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'ils ont déterré, ce n'étaient pas des suppositions, c'était des preuves en béton. Une épingle de manteau en bronze, typiquement viking. Une fusaillole, un petit outil pour filer la laine. Des clous en fer forgé, comme ceux utilisés pour leurs navires. Et le plus incroyable, les fondations de 8 bâtiments construits avec des murs de tourbe, exactement comme au Groenland. Il n'y avait plus aucun doute, la légende était vraie. Finalement, la découverte de l'Anse aux Meadows, c'est bien plus qu'une simple confirmation d'une vieille histoire. Ça prouve que les contacts entre les continents, une sorte de première mondialisation, ont commencé bien plus tôt qu'on le pense. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire découvrir un continent qui est déjà habité depuis des milliers d'années? Cette histoire, vieille de 1000 ans, nous force à y réfléchir.